Et faire cette réunion sur le groupement d'achat d'énergie, parce que c'est vrai, depuis le mois de novembre, avec les hausses annoncées, donc on a eu plusieurs moments d'information où on est revenu vers les communes et les groupements pour expliquer un peu ce qui se passait par rapport à l'évolution du prix final d'électricité de la fin de l'année, les mesures d'assouplissement posées par le gouvernement, et puis ce qu'il en est aujourd'hui au 5 avril, même si on n'a pas la réponse définitive, enfin sur le prix définitif plutôt de l'électricité qu'on aura au mois de mai. Donc en salle ici au CML, je suis avec Denis Rimbaud, Jean-Michel Marie et David Georget, vice-président, et puis Emmanuel Charil, Éric Tellier, Clément Cheptou, Ewen Lagadik et Camille Crétineau, nouvelle CEP. Hein. Donc bienvenue à toutes et à tous. Et donc Ewen Lagadik et puis Camille vont faire la présentation. Il y aura plusieurs reprises de parole. Et puis le bureau d'études que Ewen va présenter tout de suite. Et puis Monsieur Charel qui fera un petit mot de conclusion. Enfin, la parole est libre. Bien sûr, vous pouvez nous couper quand vous voulez, nous interpeller. Et puis à l'issue de ce webinaire qu'on a prévu de faire autour d'une heure, bien sûr, il y aura le chat et puis des possibilités d'échanger, de revenir vers Ewen et Clément et le CML pour toutes vos questions. Voilà pour l'introduction. Donc, je passe la parole d'abord à Ewen, c'est ça? Oui, merci Monsieur le Président. Ewen Lagadik, du coup, responsable du service planification au CML. Du coup, vous avez vu, on a enregistré le webinaire là pour permettre éventuellement un revisionnage a posteriori pour ceux qui n'auraient pas pu nous suivre ce soir, enfin cet après-midi, pardon. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation là, du Teams. On fera en sorte de pouvoir y répondre au long de la présentation. On prendra peut-être un temps d'échange à chaque fin de partie là, l'histoire de pouvoir. Merci Eric. Faire le point à chaque fin de session. On a effectivement le cabinet Pure Énergie avec nous, donc Max Bello et Claire Desmiter, si je ne me trompe pas, qui sont avec nous cet après-midi, qui permettront de vous donner quelques éléments sur le contexte du marché de l'énergie, et puis sur les perspectives aussi des marchés de gaz et d'électricité là, dans les années qui arrivent, avec les éléments dont on a connaissance aujourd'hui. Donc je reprends, je pars tout de suite sur la présentation rapide du groupement d'achat du CML. Euh, donc en quelques chiffres, voilà, on a aujourd'hui deux groupements, un d'électricité, un de fourniture d'électricité et un de fourniture de gaz naturel. Forcément, l'électricité, aujourd'hui, on couvre une bonne partie du département, 196 membres, voilà, plus de 8000 sites dans le groupement, 102 gigawattheures de consommation d'électricité. Et puis sur le gaz naturel, un petit peu moins de membres, de l'ordre de 67-70 membres, plus de 600 points de comptage, et puis 60 gigawattheures de consommation de gaz sur le département. Donc on va faire un focus cet après-midi là plus sur l'électricité avec l'impact des hausses, mais on parlera un petit peu du gaz aussi, puisqu'on a notre marché en renouvellement là, cette année, pour ceux qui sont intégrés dedans. Rapide historique des marchés de fourniture de gaz, pour expliquer un peu depuis quand on travaille dessus. C'est vrai qu'on a le premier marché qu'on a lancé, c'était un marché de fourniture de gaz en 2015-2016. Voilà, depuis, ça s'est enchaîné là, tous les 3 ans sur les marchés avec de nouveaux fournisseurs à chaque fois et une stratégie de prix qui était voilà, à chaque fois qui était définie avec un accompagnement d'un bureau d'études sur des stratégies de prix fixes en fait, sur ces marchés gaz. Donc le dernier là en date, c'est Alterna Énergie avec une fin de marché au 31 décembre 2022. Sur l'électricité, on a 3 lots, enfin 2 lots historiques et puis un dernier qu'on a ajouté là sur haute valeur environnementale lors du dernier marché. On a commencé uniquement par les puissances supérieures à 36 kg en 2016-2017, puis on a élargi aux anciens tarifs bleus, là, les puissances inférieures à 36 kg en 2018. Et là, on a un marché en cours de coup depuis 2021. Une relance qui s'était faite en 2020
avec finalement deux gros lots, là, EDF sur la partie inférieure à 36 kg, où on a à peu près 50 gigawattheures, mais beaucoup de sites, de petits sites en fait. Finalement, on a près de 7000 sites un peu plus de 7000 sites sur ce lot-là. Et on est en prix d'achat dynamique. Je vais expliquer un peu ce que ça veut dire derrière. Pareil sur le lot 2 avec Total Direct Energy, où là on est sur des lots supérieurs à 36, donc 50 gigawattheures, mais 500 points de livraison. Et un lot haute valeur environnementale, du coup, avec Enercop en titulaire, où là on est sur 5 gigawattheures, une vingtaine de collectivités, et puis pas loin de 600 sites sur ce lot-là. Avec là pour le coup un prix fixe, mais où on n'allait pas chercher un prix, on allait chercher plutôt à noter la politique d'approvisionnement en énergie renouvelable locale de titulaire. Donc la stratégie d'achat dynamique, en fait, en 2021, en 2020, quand on a relancé le marché de l'électricité, donc en 2020, quand on a relancé le marché d'électricité, on a mis en place, il a été décidé de mettre en place une stratégie d'achat dynamique avec l'intérêt en fait de sortir en fait, d'éviter de subir complètement la volatilité des prix au moment où on passe le marché. C'est-à-dire qu'avant, on était vraiment tributaire du mois ou du moment où on lançait notre marché subséquent. Et du coup, on calait les prix pour les 3 ans du marché. Alors que le prix d'achat dynamique, si vous voulez, ça vous permet de fixer le prix en plusieurs fois tout au long du marché en fonction de l'évolution des marchés. Et du coup, ça nous permettait aussi ça nous obligeait à mieux suivre et mieux comprendre aussi l'évolution des marchés de l'énergie. Et c'est pour ça qu'on s'est adossé les compétences d'un cabinet, le cabinet Pure Énergie, du coup, qui nous a aidé à mieux définir le cadre de notre stratégie d'achat, qui nous accompagne au long cours sur le suivi de l'évolution des marchés. Là, on a des points réguliers sur les différents marchés de commodités et d'énergie, là, le fuel, le gaz, l'électricité, pour citer que. Et puis donc, ils ont tout un tas d'algorithmes en place en fonction de la stratégie d'achat qui a été déterminée en lien avec les élus du CML pour du coup nous mettre en avant quelques signaux de marché pour nous indiquer au moment sur lesquels il faut qu'on aille cliquer finalement et qu'on aille sécuriser nos prix sur les marchés. Et Wayne, je vous coupe 30 secondes. Un auditeur nous dit qu'il ne nous voit plus. Il nous entend, mais il ne nous voit plus. Alors, je ne sais pas si c'est un problème Teams, parce que nous, en fait, on arrive à se voir nous-mêmes. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Est-ce que la personne pourrait peut-être préciser les problèmes qu'elle rencontre? A priori, il y en a d'autres qui nous voient. Ça doit être un problème particulier, alors. Est-ce que vous nous entendez? C'est le principal. Désolé. Oui, pas de problème. Du coup, je reprends. Donc voilà. Donc effectivement, on est accompagné par le cabinet de Pure Énergie. Donc on est accompagné depuis début 2021. On a eu d'abord un atelier. Merci. On a eu d'abord un atelier effectivement avec du coup la direction et les élus du CML, donc animé par Pure Énergie, pour essayer de définir justement quel était le cadre d'achat du CML. Et sans surprise, ce qui a été approuvé par les élus, c'est de protéger au maximum les budgets de fonctionnement des collectivités, essayer de réduire l'impact de la volatilité des marchés sur les prix pour les membres, amortir au maximum les hausses, lisser les prix d'une année à l'autre et capturer autant de se peut les baisses potentielles, mais vraiment avec cette volonté de ne pas forcément prendre trop de risques sur les marchés, mais bien d'avoir entre guillemets, une gestion en bon père de famille, si on peut dire ça comme ça, sur le suivi des marchés. Malgré tout, on subit forcément les évolutions exceptionnelles, comme on va pouvoir le détailler dans la suite de la présentation. Donc, retour sur la fixation, comment notre prix 2022 finalement d'électricité s'est fixé pour les membres là cette année. Donc, on repart des impacts qui vous ont été communiqués par courrier, notamment dans diverses communications là, depuis le début de l'année qu'on a pu avoir. On essaye un peu de visibilité aujourd'hui sur tous les tenants et aboutissants, parce que voilà, il y a un certain nombre d'effets d'annonce du gouvernement qui n'ont pas été encore transcrits
dans les modalités pratiques. L'impact sans mesure gouvernementale, sans effet amortissement, c'était celui-là, donc avec un impact un peu différencié suivant les points de comptage et un impact moyen, on chiffre comme celui-là, donc en gros 33 à 37% sur le lot EDF en fonction qu'on a des équipements plutôt bâtiments ou plutôt éclairage public, et sur le lot du coup supérieur à 36 de Total énergie, plus 55%. Quand on applique un premier amortisseur qui est la baisse de la TICFE à partir du 1er février 2022, on a un impact qui est un peu réduit, mais qui est quand même de l'ordre de 20 à 40% suivant les lots. Et on aura un deuxième effet d'amortissement avec l'annonce sur l'augmentation du plafond ARENH, alors qu'il y a un mot un peu barbare qui est l'accès régulé au nucléaire historique, en fait, qui permet d'avoir accès à la production nucléaire à un prix finalement plus bas que celui du marché. Donc je laisse Pure Énergie là, nous donner des derniers éléments d'information qu'ils ont pu avoir hier, si je ne me trompe pas, sur justement quand prendrait effet cette deuxième amortisseur. Vous entendez? Excusez-moi. Je crois que normalement, j'ai pu donner la parole à Claire Desmitter. Il faut que vous activiez votre micro. Je trouve. Vous m'entendez, Claire? Ah, ok, je crois que c'est ok maintenant. Ouais, c'est bon. Alors oui, par rapport aux dernières évolutions, c'est vrai que là, la répartition de cette arène complémentaire pose pas mal de questions et d'interrogations, parce que, pour faire un mauvais jeu de mots, c'est un peu une usine à gaz. Et donc les fournisseurs ont jusqu'au 1er mai 2022 pour adresser à la CRE leur méthodologie de répercussion de ces volumes complémentaires qui leur sont attribués, et l'ensemble des documents et données nécessaires. Et pour le fournisseur, eh bien, ils ont jusqu'au 1er juin 2022 pour communiquer leur méthodologie à leurs clients. Donc vous voyez que ça prend beaucoup de temps, parce que le principal problème pour une application simple de ce principe d'arène complémentaire, eh bien, aurait été d'avoir le même traitement pour l'ensemble des différents clients. Il a été choisi une autre approche par la CRE, c'est d'essayer d'avoir une répartition circonstanciée de ces volumes complémentaires, en tenant compte de la situation de chacun des clients, pour éviter, soi-disant, des effets d'aubaine. Donc, en global, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que des clients qui ont d'ores et déjà un prix très bas, eh bien, devraient avoir moins de bénéfices de cette nouvelle disposition que ceux qui ont topé à des niveaux très élevés. Donc là, ça laisse la porte ouverte donc à des applications
différentes. Donc, on va voir ce qui va en sortir. Donc, là, vous comprenez que EDF et les autres fournisseurs sont très prudents pour l'instant, et donc il faudra attendre un petit peu pour savoir exactement quel sera le bénéfice pour vous par rapport à cette nouvelle disposition. Mais normalement, elle aurait dû être importante, puisque ça revient dans certains des cas, si on prend à la lettre ce qui était prévu initialement, ça revient à une réduction de 10 à 20 euros par mégawattheure par rapport à certaines simulations pour l'ensemble de notre portefeuille. Merci Max, et désolé pour le petit problème technique là. Merci beaucoup. Du coup, voilà, donc le deuxième effet d'amortisseur, là, même s'il y a eu des annonces là, qui ont été faites, effectivement, on aura des effets vraiment sur les modalités pratiques là, de nos deux fournisseurs plutôt en juin, enfin d'ici le 1er juin. Donc voilà, on vous tiendra informé de l'impact final finalement, et ça prendra effet qu'à partir du 1er avril de toute façon. Donc du coup, on va dire que là, cette année, vous avez finalement un premier BPU qui a été valable en janvier. Après, il y a la baisse de la TICFE qui prend date à partir du 1er février 2022 jusqu'à l'année prochaine pour l'instant, dans ce qui est annoncé par le gouvernement. Et après, on aura du coup l'impact de l'Arenh, comme vient de l'expliquer Monsieur Bello, sur le groupement. Donc, pour essayer d'expliquer un peu concrètement comment on est arrivé à ces prix-là, juste petite effectivement parenthèse, une enquête nationale qui a été menée par notre fédération, la FNCCR, auprès de ses adhérents, avec un certain nombre de groupements d'achat à l'échelle locale, des prix qui sont vraiment qui sont entre plus 25 et plus 250% de hausse pour l'électricité, 30 à 200% sur le gaz pour ceux qui avaient à renouveler leur marché gaz, ce qui n'était pas notre cas. Voilà, et puis des risques forts mis en avant par les acteurs publics sur l'augmentation des prix des services publics, voire des fermetures dans certains cas vraiment très, très particuliers, l'augmentation de la fiscalité locale, un frein aux investissements et une rupture d'égalité entre les territoires. Enfin, voilà, c'est tous les impacts qu'on peut avoir sur une augmentation forte des prix de l'énergie. Pour l'instant, nous, elle est malgré tout un tant soit peu atténuée, mais effectivement, pour rebondir là-dessus sur les perspectives, là, dans la partie perspective électricité et gaz à venir. Donc, comment on a fixé le prix pour 2022? Finalement, on a commencé du coup à être. Donc, on a signé notre contrat en août 2020 avec nos nouveaux fournisseurs d'électricité. Et on a commencé à collaborer avec Pure Énergie début mars 2021. Et on a commencé à prendre des positions du coup en juin. Enfin, on a pris deux positions sur l'ensemble du volume de 2022 en juin et en août 2021. Avec à l'époque, j'ai un peu grisé la courbe de fin, mais à l'époque déjà une courbe qui commençait à monter finalement à l'été 2021. Et avec la stratégie d'achat dont je parlais tout à l'heure, qui avait été définie en atelier avec les élus du CIEMEL et puis le cabinet Pure Énergie, malgré tout, les signaux s'étaient déclenchés pour dire il est temps de fixer le prix, même si la tendance du marché, finalement, si on avait été tout seul, je pense qu'on n'aurait peut-être pas forcément déclenché l'achat à ce moment-là, parce que la tendance était quand même haussière. Et on n'avait pas toutes les grilles de lecture pour la fin d'année, donc personne ne les avait à ce moment-là. Et voilà, si on enlève le cash de fin d'année, voilà, c'est ça la courbe à la fin d'année. Sur l'augmentation des prix, on y reviendra après avec Pure Énergie pour expliquer quelles sont les raisons de cette augmentation-là, comment on peut l'expliquer. Mais en tout cas, voilà, à août 2021, on avait fixé nos prix. Donc finalement, notre prix 2022 en moyenne, il se compose comme celui-là, là, un prix. On avait fait une première fixation à 70%, puis une seconde à 30% du volume, avec deux prix qui étaient déjà plus hauts que la moyenne, hein, parce qu'avant, les marchés étaient autour de 40-50 euros du mégawattheure. Là, on était déjà à 70 et 84 euros, donc déjà un prix plus fort. Et donc, ça nous donnait un prix moyen à 75 euros du mégawattheure en août 2021. Après, dans notre marché, on avait ouvert la possibilité d'avoir ce qu'on appelle recours à l'Arenh, donc l'accès régulier au nucléaire historique. Donc, en fonction finalement du profil de consommation du groupement, de l'ensemble des membres, on a un certain volume, enfin droit à l'Arenh. Donc là, pour nous, notre groupement, c'était 68% de notre consommation, on avait droit à l'Arenh. Donc on pouvait, sur notre volume complet, avoir 68% du volume d'énergie à un prix de 42 euros du mégawattheure. Donc là,
du coup, cette clause-là s'active automatiquement pour EDF et pas automatiquement pour Total Energy, mais on l'avait déclenché puisque du coup, vu les prix des marchés, ça valait le coup d'activer cette clause. Donc on avait un prix finalement à août 2021 qui se composait de notre premier prix, donc 75 € du mégawattheure pour 32%, et du prix à Rennes pour le reste à 42 € du mégawattheure. Ce qui nous faisait un prix moyen à 53 € du mégawattheure. Donc par rapport aux ordres de grandeur que je vous indiquais juste avant, on était à peu près dans la moyenne de ce qui se faisait précédemment, un prix un peu plus fort, mais finalement c'était pas trop mal. Mais c'était sans compter la courbe qu'on avait juste avant et l'augmentation forte au mois de décembre, notamment en 2021, où finalement on a eu une envolée vraiment des prix du marché. Et du coup, finalement, comme ça avait pu se faire par ailleurs, mais vu le prix du marché, finalement, il y a eu beaucoup de demandes de droits à Rennes, forcément, parce que les prix étaient supérieurs, les prix du marché étaient supérieurs à la Rennes. Et donc, on a eu ce qu'on appelle un effet d'écrêtement. Il y a eu plus de demandes de volume à Rennes que de droits, enfin d'arènes sur le marché. Et donc, on a été écrêté. Donc, au lieu des 68% qu'on avait droit normalement, finalement, on n'a pu en bénéficier que de 42% à 42 € du mégawattheure. Et il a fallu aller compléter avec un achat sur le marché pour les 26% restants. Et vu que le prix s'est envolé, ben, ce prix, voilà, sur ces 26% restants, on a eu un prix, là, en l'occurrence pour Total Energy, qui était de l'ordre de 260 € du mégawattheure. Donc, un prix moyen final qui est autour de 110 € du mégawattheure. Donc, ce qui explique la hausse du prix. Sur les deux fournisseurs qu'on a, EDF et Total, le mécanisme n'est pas tout à fait pareil. Donc, la moyenne des enchères ne se fait pas de la même manière. C'est pour ça que les prix sont un petit peu différents entre les deux. Mais grosso modo, l'effet est le même. C'est vraiment sur une petite partie, un quart de notre volume d'énergie qu'on se fait, que le prix nous impacte fortement. Du coup, je laisse la main au cabinet Pure Énergie là, pour expliquer plus concrètement quel a été le contexte du marché de l'électricité en 2022. Exactement. Et là, je pense qu'il est intéressant de partir sur la formation des prix d'électricité. Et cette formation des prix d'électricité n'est pas forcément très intuitive. C'est vrai que la dérégulation du marché et la création du marché commun à l'ensemble des différents pays européens, eh bien, cette harmonisation au niveau européen a nécessité la mise en place d'un principe qui est le principe du coût marginal de production pour former le prix de l'électricité. Donc, juste un rappel, par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir comme prix d'électricité lorsque on était sur un marché réglementaire, eh bien, c'était le principe du cost plus, c'est-à-dire qu'on rajoutait les différents coûts, le coût le coût de production, le coût de distribution et le coût de commercialisation. Et le coût de production, c'était la moyenne des différents coûts de production avec les moyens de production différents qui pouvaient être le nucléaire, les centrales à gaz ou les centrales à charbon ou les centrales au fioul. Là, maintenant, c'est complètement différent. Le principe de formation du prix de l'électricité est différent et on va comprendre mieux pourquoi en fin d'année, on a subi des coûts exceptionnellement élevés sur les prix de l'électricité. Pour permettre la fluidité et la connexion entre les différents pays européens, donc ce principe de coût marginal de production a été mis en place. Alors ça revient à quoi? Ça revient à dire, eh bien, il faut que le prix offert par le marché corresponde à la dernière centrale appelée. C'est-à-dire que pour assurer la stabilité du réseau et qu'il n'y ait pas de blackout, il faut que à chaque fois le marché offre un prix qui va assurer la profitabilité de la dernière centrale, qui va permettre de mettre sur le réseau la production nécessaire pour l'équilibre du réseau. Et donc là, en fait, ce schéma que vous voyez actuellement, eh bien, représente en abscisse la production installée en France en gigawatts. Et vous commencez donc, on commence par le renouvelable, hein, qui, en particulier l'hydraulique, va avoir un prix. Et donc là, en ordonnée, vous avez le coût marginal de production.
et on va sur un prix croissant. Donc, généralement, les centrales, le renouvelable, principalement, c'est l'hydraulique. L'hydraulique a un coût marginal de production vraiment très, très faible. Ça va de 5 à 20 euros par mégawattheure. C'est les grands barrages qu'on peut voir sur le Rhône. Après vient le nucléaire, un peu plus cher, qui va représenter donc une grosse partie de la production et de la puissance installée. Et s'adjoint à ces différents types de production la production d'électricité à partir de fioul, de charbon et de gaz naturel. Et là, justement, il ne faut pas oublier que le coût de production, eh bien, doit tenir compte du coût du CO2. Vous savez que dans le cadre du souhait de réduction d'émissions de CO2 au sein de l'Europe, eh bien, on a mis en place un marché donc, du CO2, et lorsqu'il y a des émissions de CO2, eh bien, il y a un coût attaché à ces émissions. Et lorsque on a le prix de l'électricité produite par rapport à une centrale au gaz naturel, il faut rajouter le prix du CO2. Et le prix du CO2 va intervenir de façon importante sur le prix de l'électricité. Et là, qu'est-ce que l'on voit sur ce schéma? Eh bien, si la demande est à la droite des abscisses, eh bien, on va être obligé de faire appel, bien évidemment, aux renouvelables, au nucléaire, aux centrales à fioul, aux centrales charbon et également aux centrales à gaz naturel qui représentent le coût le plus élevé de production d'électricité pour permettre justement l'équilibre du réseau. Et voilà en fait le principe de coût marginal le coût marginal de production, et pourquoi en fait le prix de l'électricité est basé sur ce coût marginal de production. Juste pour préciser, et je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux et les médias, le prix du CO2 est à 80 euros par tonne environ actuellement. Donc ça tient à la volonté de l'Europe de baisser de 55% à horizon 2030 les émissions de CO2 en Europe. Et donc c'est vrai que le prix du CO2 s'est renchéri de façon importante, mais il faut savoir que 1 euro par tonne va impacter de l'ordre de 0,5 euros par mégawattheure le prix de l'électricité, par justement ce principe de coût marginal de production et de la prise en compte du coût d'émission de CO2 des centrales à gaz. Voilà le principe du coût marginal du gaz. Et ce qui s'est passé en fin d'année 2021, c'est quoi? C'est que, et là je vais laisser la parole à Claire, eh bien c'est le fait qu'on a eu un phénomène exceptionnel sur les prix du gaz qui ont conduit justement à une explosion des prix d'électricité en fin 2021. Alors là, vous pouvez voir l'illustration du marché, donc des cotations 2022, en partant de janvier 2020 au 31 décembre 2021. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est une augmentation de 428% du prix. Donc, en janvier 2020, on était aux alentours de 47 euros du mégawattheure. Les marchés sont montés jusque 407 euros du mégawattheure au mois de décembre. Donc, Max a déjà plus qu'introduit l'augmentation qu'il y a eu à l'arrivée de l'automne. Donc, en fait, à l'automne 2021, la reprise économique mondiale a fait grimper les prix. Il y avait eu un net ralentissement avec le Covid. Donc, le développement de l'épidémie, la faiblesse de la demande mondiale, l'abondance de LNG. Puis après, il y a eu quelques événements comme le développement des vaccins, le marché notamment asiatique qui est reparti, donc un soutien également des banques centrales dans l'économie. Tout ça a amené vraiment à une reprise économique qu'il fallait qu'ils s'attendent. Et le gaz naturel est devenu un enjeu géopolitique entre l'Union européenne, la Russie, les États-Unis, du fait de stocks faibles en Europe occidentale, et un gros sujet qui était le gazoduc Nord Stream 2.
Le gazoduc Nord Stream 2 donc, a fait beaucoup débats à l'automne. Il y a eu des fausses annonces par les médias, des annonces de Vladimir Poutine avec une date qui en réalité n'était pas correcte. Après, il y a les Allemands qui ont suspendu le projet, les Russes qui ont fait le nécessaire administrativement pour relancer le projet, pardon. Et tout ça est arrivé à quelques semaines du conflit ukrainien et de la crise. Donc un projet, parce que le Nord Stream 2, c'est le gazoduc qui devait relier la Russie à l'Europe. Aujourd'hui, il est suspendu, voire même sûrement oublié. Et il n'en est plus question à l'heure qu'il est. Donc tout cela a amené à une dépendance du gaz sur le marché européen. En parallèle, en France, ça a été aggravé. C'est ce que l'on peut voir de fait d'une faible disponibilité nucléaire. En décembre 2021, il y a des réacteurs de centrales qui ont été mis à l'arrêt pour des durées indéterminées en raison de corrosion et des fissures anormales. Donc, on a eu une fin d'année 2021 très chamboulée par des événements géopolitiques. Juste pour information, donc le pic dont on vous parle à 407 €, qui est au mois de décembre 2021, qui est maintenant le maximum historique. Avant ce pic, le maximum historique était en 2008, lors de la crise des subprimes, avec 90 € du mégawattheure. Donc nettement inférieur à ce que l'on connaît. Là, on est resté pour vous présenter 2022 puisque c'est le sujet du jour. Aujourd'hui, on est à un prix aux alentours de 200 € du mégawattheure. Le conflit en Ukraine n'a pas permis au marché de ralentir et de retrouver entre guillemets un niveau normal. Si toutefois le niveau normal, on peut encore l'estimer aujourd'hui. Donc je crois qu'on va continuer sur des slides avec des hypothèses haussier et baissier. Voilà, donc je vais redonner la main à Max. Alors, justement, là, on va vous donner en fait quelques idées de perspectives sur le marché de l'électricité et du gaz. Mais au préalable, je voudrais quand même insister sur un fait qui est vraiment très important, c'est que les marchés de l'énergie, leur principale caractéristique, c'est leur imprévisibilité. Et là, on peut s'amuser d'une remarque de John Galbraith, qui est un célèbre économiste, c'est les prévisions économiques ne sont là que pour donner de la légitimité à l'astrologie. Et ça, c'est vraiment, il faut se rappeler de cet élément parce que la démarche et la stratégie qu'on a mis en place avec le CML, c'est justement pour essayer de s'extraire d'opinions de marché qui sont éminemment spéculatives. Personne n'avait prévu le Covid, personne n'a prévu ce qui s'est passé en fin d'année 2021, personne n'avait prévu la guerre, et si on avait prévu quelque chose, c'était une invasion de l'Est. La plupart en fait parlaient d'une invasion simple de l'Est de l'Ukraine par les Russes. Donc c'est vrai que tous ces phénomènes, ces événements vont avoir un impact très fort sur le marché de l'énergie. Et ça, c'est vraiment important de se le rappeler parce que de croire que l'on peut prévoir l'avenir en quelque sorte, eh bien, va créer un danger pour l'achat d'énergie. Et c'est dans ce cadre, et donc Ewen l'a très bien indiqué, c'est qu'il y a différents piliers de gestion du risque qui ont été utilisés dans l'approche. Entre autres des plans de couverture et des signaux qui s'abstraient de cette opinion de marché pour justement essayer de juguler cette approche spéculative qui serait de baser les prises de position sur un marché uniquement sur des opinions, sur un avis de marché. Mais là, l'exercice que l'on va faire là maintenant, c'est quand même de vous donner de vous faire part de l'opinion moyenne de l'ensemble des différents analystes de marché. Et c'est quand même toujours intéressant de savoir ce que pense l'ensemble des analystes de marché, même si c'est faux, parce que ça, voilà, on peut en fait sur cette base, en tout cas, apprécier les risques possibles sur ce marché.
Excuse-moi, Max, juste avant de passer à cette partie-là, je ne sais pas si vous aviez des questions. Il y a eu quelques questions dans le chat sur lesquelles des réponses ont été apportées, mais je ne sais pas si tout ce qu'on a présenté là, c'est à peu près clair, même si ça fait beaucoup d'informations d'un seul coup. Ou si vous avez des questions complémentaires là, par rapport à la fixation des prix 2022 ou sur d'autres points particuliers, si besoin. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, on pourra les reprendre après cette présentation-là sur les perspectives du marché. J'ai vu en fait des questions qui concernaient le merit order, donc l'ordre par rapport aux différentes sources d'énergie, et qui étaient plutôt donc fuel, charbon et gaz. Fuel, charbon et le gaz étant moins cher. Et c'est vrai que là, en fait, on a eu un changement d'ordre du merit order où le gaz, par son augmentation exceptionnelle, s'est retrouvé en fait l'énergie la plus coûteuse pour produire de l'électricité. Et c'est vrai que le prix du CO2 n'a pas joué donc d'effet amortisseur, en tout cas pas suffisant. Qu'est-ce que l'on a observé? C'est que même avec un coût de CO2 donc très élevé et avec un taux d'émission beaucoup plus important pour le charbon, eh bien, il s'est révélé beaucoup plus intéressant pour les centrales à charbon, en particulier en Allemagne, de produire de l'électricité plutôt que d'utiliser les centrales à gaz. Et ce qui se passe actuellement est assez épouvantable. Je pense que vous avez pu voir dans les médias ce qu'a transmis donc le GIEC sur les prévisions qui sont apparemment irréversibles de réchauffement ou en tout cas de dérèglement climatique. Eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'émissions de CO2 en Allemagne liées justement à cette production d'électricité à partir de charbon depuis plusieurs années. Donc on voit que la situation critique actuelle ne va pas forcément dans le bon sens, elle va plutôt dans une augmentation de l'empreinte carbone de la société européenne, et en particulier, je vous rappelle que l'Europe a décidé d'arrêter et d'être moins dépendante du gaz russe, et donc d'essayer de trouver des solutions alternatives pour 2/3 des importations du gaz russe, et d'utiliser en particulier le LNG, le gaz naturel liquéfié, qui viendrait d'une part des États-Unis et du Qatar. Et l'empreinte carbone du gaz liquéfié est 2,5 fois plus importante que l'empreinte carbone du gaz russe. Donc c'est vrai que c'est en termes de prix et en termes écologiques, quelque chose qui est assez grave, parce que ça ne va pas forcément dans le bon sens, malheureusement, par une attitude agressive d'un pays, et en l'occurrence la Russie. On va en fait vers plus d'émissions de CO2 et un recours à l'utilisation du charbon pour remplacer en partie le gaz qui va peut-être nous faire défaut dans les mois qui viennent. Max, je te laisse embrayer sur la suite, là, Oui. pour pas qu'on perde trop de temps, effectivement, et qu'on garde un peu de temps sur la dernière Exactement. partie. Merci. Alors, sur les perspectives du marché, eh bien, les drivers, donc là, on aurait la baisse possible des prix en 2022 ne sera pas immédiate, on aurait pu mettre même 2023. C'est-à-dire que par rapport aux événements actuels avec la guerre en Russie, eh bien, il ne faut pas s'attendre à ce que 2022 soit une année qui nous propose un répit en termes de prix. S'il y a un répit, ce sera plutôt en 2023, parce qu'à court terme, donc la guerre en Ukraine eh bien, est un véritable problème par rapport au prix, parce que tout le monde a peur d'un arrêt de l'approvisionnement de gaz russe. Alors, ça viendrait plutôt des Européens qui mettraient en place des sanctions. Demain, les Européens vont se réunir pour voir quelles sont les sanctions économiques supplémentaires à mettre en place contre la Russie. Très certainement qu'ils ne vont pas toucher au gaz, mais ils vont peut-être toucher au charbon, voire peut-être au pétrole. Alors, les Russes n'ont aucun intérêt donc, à arrêter donc, l'envoi du gaz vers les Européens. Vous savez que le gaz en fait, envoyé vers les Européens, c'est du gaz qui est vendu dans le cadre de contrats long terme. Il y a des clauses de take or pay dans ces contrats long terme. Ça veut dire que si vous êtes obligé d'acheter le gaz, vous êtes obligé de payer le gaz même si vous ne le consommez pas. Donc c'est pour ça que Total
qui est l'objet de certaines polémiques, répond: «OK, vous voulez que je n'achète plus de gaz, mais comment je fais par rapport à la charge économique que j'aurais à supporter? Parce que même si je ne l'importe pas, ce gaz, je serai obligé de le payer». Et donc la seule chose qui serait possible, c'est que les Européens décident de mettre en place des sanctions contre les importations de gaz, et donc là, ça viendrait des Européens. Les Russes n'ont rien à gagner en fait d'arrêter l'approvisionnement, parce que la valeur marché du gaz serait affectée, puisque du gaz qui pourrait être interrompu par des décisions politiques, même s'ils le revendent aux Chinois, eh bien les Chinois, bien évidemment, ne vont pas acheter du gaz qui serait en tout cas pas très cher, du gaz qui pourrait du jour au lendemain disparaître si Poutine décidait de ne plus l'envoyer en Chine. Donc là, clairement, on est dans un paradigme quand même très compliqué par rapport à la situation de guerre en Ukraine, parce que tout le monde craint que des sanctions soient mises en place, qu'on n'ait pas suffisamment de gaz pour l'automne prochain. Donc l'automne prochain va très certainement être compliqué. Un autre élément, c'est la faible disponibilité du nucléaire français. La faible disponibilité du nucléaire français, il faut se rappeler qu'en moyenne, depuis 30 ans, EDF produit 400 TWh d'électricité. Là, actuellement, c'est que 300 TWh, donc 100 TWh en moins, donc c'est énorme. On est net importateur d'électricité depuis le 1er novembre. On parlait, alors c'est vrai qu'il y a une polémique aussi sur le fait de dire les Français, on a un prix d'électricité pas cher parce qu'on a du nucléaire. Oui, mais le fait d'avoir un marché européen nous a permis quand même depuis le mois de novembre à assurer la continuité de fourniture et le fait de ne pas se retrouver en blackout. Parce que si on n'avait pas eu de l'électricité payée sur le principe de merit order, donc venant de nos voisins, eh bien, on n'aurait peut-être pas eu suffisamment d'électricité pour faire face à la demande. Donc ça c'est aussi un élément très négatif, ça arrive au pire moment, c'est cette faible disponibilité nucléaire, et ça va se poursuivre jusqu'en 2023, voire 2024. Donc on est vraiment dans une position de faiblesse. Alors, il y a aussi un déséquilibre offre-demande structurel du marché du gaz naturel. Alors, on a parlé de la guerre en Ukraine, hein, qui impose ce problème de prix parce qu'il y a un markup d'insécurité sur le marché, mais aussi structurellement, il y a un gros problème par rapport au fait qu'avec le Covid, il y a eu un retard dans les maintenances des champs gaziers. Et dès que vous ne maintenez pas les champs gaziers, vous avez une baisse de rendement de 4-5%, et ça pose problème. Et également, vous avez un retard des investissements, parce que c'est vrai que les compagnies pétrolières et gazières, certains de leurs actionnaires les poussent à ne plus investir dans les énergies fossiles. Le problème, c'est que lorsque vous n'investissez plus, eh bien, vous ne répondez plus à la demande. Et là, avec l'Asie qui fait beaucoup et qui importe beaucoup de LNG, de gaz naturel liquéfié, eh bien, on a un déséquilibre où l'Europe n'a pas suffisamment de gaz pour faire face à la demande. Et le dernier point, c'est le CO2. Hein, on a parlé de l'objectif de réduction de 55% des émissions de CO2 à horizon 2030 de l'Europe, et le CO2 donc a une potentialité de hausse relativement importante dans ce cadre-là, puisque vous savez que pour atteindre ces objectifs, alors c'est vrai que là on va peut-être les atteindre, mais c'est pas sûr, puisque je vous ai dit que on switch vers du charbon au lieu d'utiliser des énergies comme le gaz qui sont un peu moins polluantes. Mais c'est vrai que le CO2 est une arme fiscale pour permettre d'atteindre à horizon 2030 cet objectif de réduction d'émissions de CO2, et ça passe par justement un prix de CO2 très très élevé. Et là, il y a des fonds d'investissement et des banques qui, sous couvert justement de cet objectif, ont flairé donc la bonne affaire en investissant à la hausse sur ce marché qui montre une certaine spéculation à la hausse. Et donc, les banques et les fonds d'investissement ont gagné beaucoup d'argent sur ce marché du CO2. Alors, sur les incertitudes sur l'évolution des prix de l'énergie, donc très rapidement, on a un scénario haussier, hein, là oui, alors c'est pas baissier malheureusement, c'est plutôt haussier, ou heureusement, parce que si c'était baissier à 250, là ce serait... Donc il y a une petite coquille de notre part.
Donc 250 € par mégawattheure, c'est la moyenne des prix qui sont envisagés sur 2023. Et le niveau de support, donc actuellement on est autour des 200 € par mégawattheure. Donc on voit que, alors c'est pas des forecasts de Pure Énergie, on a récolté donc l'ensemble des différentes prévisions que peuvent faire donc un certain nombre d'acteurs sur le marché, donc des banques, l'Agence internationale de l'énergie, le CDE, etc. Et c'est vrai que là, la prévision, c'est sur la période 2022 pour acheter du 2023, eh bien, c'est un prix très élevé, donc qui est dû d'une part par le prix du gaz qui est très élevé et du prix du CO2 aussi qui est très élevé. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que le nouveau paradigme, c'est-à-dire le fait qu'on se retrouve avec un prix de gaz qui va être relativement élevé pour les prochaines échéances à cause de ce qui se passe avec la Russie, conduit à un prix d'électricité au plus bas à 130 € par mégawattheure. Donc vous voyez qu'on a changé complètement de paradigme. On était à moins de 50 € il y a quelques mois, et maintenant ce que les analystes sont en train de dire, eh bien, c'est que le point bas du prix de l'électricité va être plutôt autour des 130 € par mégawattheure. Alors donc là, sur le gaz, justement, qui est un des drivers importants de l'électricité du fait du principe du coût marginal de production. Donc le prix moyen qu'on risque d'avoir pour la fin de cette année, et donc qui va impacter le prix de 2023, puisque on achète en avance aujourd'hui pour une livraison en 2023, eh bien on va être en moyenne en scénario haussier sur du 90 € par mégawattheure, mais ce scénario aussi risque d'être le scénario qu'on va vivre. Et si le marché baisse par rapport à une réduction de la demande, et en particulier une crise économique, il sera très difficile de descendre en dessous de 40 € par mégawattheure, sachant qu'il y a un markup de 10 € par mégawattheure qui va être lié au fait que l'Europe va switcher du gaz pipe, donc du gaz qui vient par tuyau depuis la Russie. Là, on va prendre du LNG, et le LNG, eh bien, le LNG va conduire à un surcoût du fait du besoin d'investissement en nouveaux bateaux méthaniers, de nouveaux terminaux qui vont conduire aussi à un renchérissement du prix du gaz de façon intrinsèque. Donc voilà, on est à 70 € par mégawattheure, mais il y a encore une perspective de hausse malheureusement, en particulier pour la fin de l'année, donc comme je l'avais indiqué, sur l'automne, où le marché risque de se tendre dans la perspective de l'hiver. Et si les stocks ne sont pas bien remplis, on risque d'avoir un marché tendu. Merci beaucoup pour, pour ces explications, Max, qui font un peu froid dans le dos par rapport à l'augmentation des prix. J'ai pas vu, enfin j'ai vu quelques questions, mais finalement désolé Magali, mais on va pas répondre à toutes tes questions qui sont assez précises et tout ça. C'est vrai que c'est pas forcément le lieu, mais on pourra en reparler parce qu'il y a certains points plus particuliers là qu'on n'a pas prévu d'aborder là ce soir, enfin cet après-midi, pardon. Markup, peut-être tu peux expliciter, Max, que. Oui, markup, oui, c'est en fait un complément de prix qui va donc c'est oui un prix additionnel, une composante de prix additionnel qui là en l'occurrence je pense que je l'ai utilisé par rapport à l'incertitude et à l'incertitude d'approvisionnement et au risque de tension sur le marché. Donc c'est un surcoût, hein, qui va être appliqué au prix du gaz, d'où des prix quand même relativement élevés, autour des 90 € par mégawattheure. Et et pour finir, enfin sur le gaz, là, c'est vrai que nous, pour donner un ordre de grandeur, le marché actuel, on a un prix fixe à 20 € du mégawattheure à peu près. Donc voilà, on voit que le nouveau paradigme l'année prochaine, on peut s'attendre à avoir une sacrée augmentation pour au moins 2023. Ça baisse par la suite. Justement, s'il n'y a pas beaucoup d'autres questions sur ces sujets-là de contexte du marché, on a une dernière partie sur plutôt la question des actions qui peuvent permettre de réduire un tant soit peu notre vulnérabilité, pardon, par rapport à la volatilité des prix du marché. Donc des actions que le CML a déjà mis en place pour les collectivités, et puis d'autres sur lesquelles on planche actuellement.
Donc là, je laisse la main à Clément dans un premier temps. Donc, je vais vous présenter rapidement des pistes d'action et d'outils qu'on va mettre à disposition des collectivités rapidement, puis pour vous présenter rapidement notre offre d'accompagnement. Donc, la première chose dans ce contexte de coût de l'électricité élevé, c'est une des actions que le CIEMEL, dans le cadre du groupement d'achat et de l'accompagnement que l'on fait grâce au service de conseil en énergie. Donc, on va transmettre à l'ensemble des membres du groupement des propositions d'optimisation tarifaire pour essayer de diminuer au moins certains coûts sur certains abonnements qui sont plus adaptés au profil de consommation actuel des différents bâtiments. Donc là, le CIEMEL transmettra via les conseillers en énergie, donc je vous montrerai tout à l'heure la carte, des préconisations, en sachant que les données qu'on vous transmettra seront une approche statistique. Et donc, il faudra bien confronter ça à la réalité des choses, parce qu'entre la théorie des puissances des données que l'on a et la réalité de fonctionnement des bâtiments, il peut y avoir un décalage. Donc, ça sera du cas par cas après entre chaque collectivité et les optimisations proposées pour vraiment vérifier si les optimisations proposées sont cohérentes ou non. En tout cas, déjà, ça peut être une première piste d'optimisation des tarifs actuellement en vigueur, donc qui pourront se faire sur tout ce qui est bâti, process pour certaines collectivités, et aussi sur la partie éclairage public. Ensuite, l'autre outil qu'on a à disposition des collectivités, tu peux remettre la diapo d'avant, Ewen, c'est juste sur Smiley Conso, c'est pour toutes les collectivités toutes les collectivités membres du groupement d'achat du CIEMEL ont accès à la plateforme Smiley Conso. Donc, il y a le lien vers le webinaire qu'on avait fait l'année dernière ou il y a 2 ans, j'ai plus la date exacte, mais qui vous explique l'outil. Et cet outil vous permet de centraliser toutes les factures dans le cadre des groupements d'électricité et de gaz du CIEMEL. Donc, pour que vous puissiez visualiser et suivre vos consommations, l'outil Smiley Conso permet de tout centraliser au même endroit. Et pour les collectivités qui adhèrent au service de conseil en énergie, il y a des modules complémentaires pour vous accompagner et vous aider à analyser de façon plus finement vos différents sites et points de livraison. Donc, pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes d'accès au site. Le service transition énergétique est à votre disposition pour vous aider là-dessus. Et ensuite, donc là, je vais vous présenter rapidement l'offre globale, ce qu'on peut proposer aux collectivités. Là, ça va être une redite pour ceux qui connaissent déjà, mais donc un des axes importants, ce qu'on propose pour les collectivités du Maine-et-Loire, c'est le service de conseiller en énergie, donc qui est une équipe de 7 agents aujourd'hui, donc qui sont à disposition des collectivités de petite à taille importante pour permettre d'améliorer le suivi énergétique du patrimoine bâti communal. Donc, et pour résumer, cette action, ce temps d'agent se résume en 3 gros piliers. Le premier, c'est suivi des consommations et dépenses, ce qui vous permet derrière, par rapport au sujet du jour, de voir les pistes d'amélioration et de réduction des consommations possibles. Et ensuite, vous aider sur tout ce qui est analyse bâtiment, accompagnement de projet, pour permettre aux collectivités d'améliorer la performance énergétique du bâtiment et donc de réduire la facture énergétique, ce qui permet de stabiliser vos dépenses de fonctionnement. Donc ça, c'est du temps d'agent. Et ensuite, les 2 autres piliers, c'est des aides à la décision. Donc le CIEMEL met à disposition tout un catalogue d'études énergétiques que l'on porte, qu'on finance en partie. Donc c'est des audits énergétiques, des études de faisabilité bois, solaire ou géothermie pour remplacer les énergies fissiles ou fossiles, donc l'électricité ou le gaz naturel ou le fioul, donc pour voir quel est le plus adapté. Et aussi des études diverses et variées sur d'amélioration de systèmes existants, etc. Donc tout un catalogue d'aides qui peut mettre à disposition des collectivités. Et ensuite, sur les aides à l'investissement, donc dans le cadre d'un programme annuel, le CIEMEL, sur ses fonds, propose un programme d'1 million d'euros par an, donc BI 2030, bâtiment et efficacité énergétique, pour aider à la rénovation de bâtiments et à la mise en place d'énergies renouvelables. Donc ça, c'est le programme BI 2030. Et pour rappel, pour les collectivités qui ont des projets, c'est un programme qui fonctionne avec 2 sessions d'attribution des aides. Et pour l'année 2022, la première date limite de candidature, c'est le 15 mai. Donc et sinon, il y aura une 2e session en fin d'année. Voilà. Donc n'hésitez pas à déposer vos dossiers. Et pour tout contact, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Et voilà, puis après, rapidement, là, c'est pour nous contacter, les coordonnées de l'équipe qui va être même renforcée d'une personne la semaine prochaine. Donc, on sera 7 conseillers en énergie au syndicat d'énergie pour vous aider. Donc, voilà la carte des conseillers, le numéro de téléphone du service transition énergétique et les coordonnées de chaque conseiller. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour toute question sur la maîtrise de l'énergie, sur l'achat d'énergie. Voilà pour moi. Du coup, voilà, et en plus de ces offres, cette offre existante-là, effectivement, on a mis une petite slide sur effectivement, les évolutions réglementaires qui sont peut-être amenées à se faire dans les années qui viennent pour améliorer l'achat public en matière d'énergie. Plusieurs points, et certainement d'autres qu'on oublie, la liste n'est pas exhaustive, mais effectivement, il y a une question d'adapter les marchés publics pour améliorer la mise en concurrence et moins subir les variations du marché et alléger les procédures de passation de marché, que ça soit aussi moins lourd pour les fournisseurs pour répondre, puisque tout ça, c'est des frais qu'on paye finalement, nous, membres d'un groupement d'achat en marché public. Faire évoluer aussi la réglementation, notamment pour permettre aux acheteurs publics d'acheter de l'énergie renouvelable auprès des producteurs sur du moyen long terme, même si ça aussi, ça a vocation à augmenter, puisque tout augmente. Donc voilà, c'est pas forcément aussi simple que ça, mais malgré tout, on a aujourd'hui des outils d'investissement dans les collectivités qui permettent aussi d'avoir une meilleure visibilité des prix de production. Voilà, faciliter après la mise en place de nouveaux modèles en valorisant le patrimoine des collectivités, autoconsommation collective et individuelle par exemple. Enfin voilà, des projets sur lesquels nous, CIEMEL, on est engagé, d'autres collectivités aussi s'engagent dedans et qui permettent de ne pas mettre entre guillemets tous ces œufs dans le même panier et d'avoir une partie de la facture qui est sécurisée sur des prix plus visibles en tout cas que ceux du marché. Quelques pistes de réflexion là, qui sont de réflexion au niveau du CIEMEL, qui ne sont pas encore statuées. Là, Monsieur Charif, je vous laisse la main. Je vois qu'Ewen m'appelle au secours. Bon, plusieurs commentaires avant d'en revenir effectivement aux pistes d'action à court terme qu'on pourrait mettre en place au bénéfice des collectivités pour les accompagner dans cette période difficile. D'abord, sur la prévisibilité des prix, je ne sais pas, moi, ce qui relève du conjoncturel ou du structurel, mais ce que j'observe, c'est que à la fin des années 2000, il y avait quand même un relatif consensus pour observer que sur le moyen et le long terme, donc projection 2020-2030, eh bien, on allait assister en fait à une augmentation très sensible du prix des combustibles et carburants fossiles, et puis également une augmentation sensible de la tonne du coût de la tonne de CO2 émise. Donc là, on y est, ça y est. Simplement, ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est qu'on pensait que ça allait être progressif, peut-être, alors que là, c'est par soubresaut. Voilà. Mais il y a une sorte d'effet cliquet qui se met en place, qui fait que chaque soubresaut est, comment dire, on le subit plus qu'on l'anticipe. Et là, c'est la violence, en fait, de ce soubresaut qu'on n'a peut-être pas anticipé sur le court terme, mais qui était quand même peut-être écrit de longue date. Alors, je le fais observer. Je le fais observer pourquoi? C'est parce que c'est la raison pour laquelle, en fait, le syndicat s'est engagé depuis une dizaine d'années dans toutes ces actions de diversification pour accompagner les territoires dans le domaine de la transition énergétique, aussi bien du côté du développement des énergies renouvelables que du développement de l'efficacité énergétique et de la maîtrise de la demande en énergie. C'est pour ça qu'on a fait ça. Et depuis 10 ans, ça a d'ailleurs été relativement ingrat parce que depuis la dernière crise financière de 2008, à un moment donné, le prix des carburants et combustibles fossiles était tombé relativement bas, ce qui fait que c'était compliqué pour nous que de développer les actions d'efficacité énergétique parce qu'il n'y avait pas de modèle économique pour le faire. Et d'ailleurs, c'était encore difficile aujourd'hui, ça l'est encore parce qu'on assiste, en plus de la volatilité du marché de l'énergie, à une augmentation du coût des matériaux. Alors, on a fait ça dans cette optique et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est quand même en capacité, en même temps qu'on vous annonce ces mauvaises nouvelles, on est en capacité de vous dire, ben, on est là pour vous accompagner, mais ce sont quand même malgré tout des actions de moyen terme. Voilà, donc heureusement, certaines communes ont fait le travail, ont fait le job et ont commencé à s'y mettre. Les autres, eh bien, il va falloir qu'elles mènent rapidement des réflexions pour engager des actions structurantes sur leur patrimoine. Et donc, on les accompagnera de nouveau. On va réfléchir, nous, parce que ça a un impact budgétaire sur la vie du CIEMEL, je ne vous le cache pas. Donc, on va réfléchir, nous,
On vient d'adopter le budget primitif, mais on va réfléchir dans le cadre des décisions modificatives à venir sur la façon dont on peut accroître un certain nombre d'actions d'accompagnement et de soutien au profit des communes. Des actions, si possible, de court terme qu'on peut mettre en place rapidement et qui ont un retour sur investissement rapide. Donc, on est en train de réfléchir à ça. Mais la première chose qu'on doit faire pour l'instant, c'est finaliser l'étude d'impact parce qu'on ne sait toujours pas. Quelques mois après les annonces gouvernementales, on ne sait toujours pas en fait quel va être le coût définitif de l'électricité qu'on va payer sur le reste de l'année. Et tout cela parce que ça vous a été expliqué très, très brillamment tout à l'heure par les consultants du cabinet Pure Énergie. Autant, bon, c'était assez facile pour la mesure de, comment dire, la mesure fiscale, le bouclier tarifaire et fiscal sur le prix de l'électricité et du gaz, autant sur l'augmentation du plafond de l'Arenh. Bon, ben, on n'y voit pas encore très clair. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est d'essayer d'être plus précis sur l'impact financier et savoir exactement combien ça va coûter à l'ensemble du groupement et puis après à chacune des collectivités membres du groupement. Et puis, la seconde chose, c'est de voir comment on peut accélérer un certain nombre d'actions avant la fin de l'année pour essayer de vous accompagner efficacement. Alors, l'une des pistes qui semble faire consensus, c'est toutes ces actions de monitoring, c'est-à-dire tout ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour que vous puissiez avoir une plus grande conscience en temps réel, pas 24 heures après. Et déjà 24 heures après, c'était un progrès par rapport à ce qu'on a tous connu, c'est les factures qui étaient émises sur un pas de temps plus long. Donc, que vous ayez en fait une conscience en temps réel de l'état de vos consommations électriques, de façon à ce que vous puissiez agir sur la consommation, de même principe qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus précis. On est beaucoup plus prudent sur la route parce qu'on a des tableaux de bord dans nos voitures qui sont très précis sur la vitesse à laquelle on roule. On peut s'adapter, alors qu'avant, dans les années, à la fin du XXe siècle, on avait un compteur avec une aiguille et puis on roulait comme on le sentait avec la pédale, avec le pied sur la pédale. Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire. Simplement, ça a peut-être déjà été souligné. On a eu ce débat ce matin en réunion de bureau. Les investissements sont rien sans les hommes et les femmes qui les font vivre. Et ce qu'on constate, c'est que derrière, il faut quand même des ressources humaines importantes pour suivre les choses, pour comprendre les choses, les suivre au jour le jour, et puis adapter les usages en conséquence. Et ça, c'est pas évident à l'échelle d'une collectivité. Ça l'est déjà pas à l'échelle des ménages. Enfin, je sais pas. Enfin, je pense que vous avez tous. On n'a pas tous les bons réflexes à la maison pour justement essayer d'éteindre les multiprises, etc., ou la box. Eh bien, à l'échelle des collectivités, c'est encore plus compliqué parce que personne ne s'en occupe. Donc, il y a quand même cette question des ressources humaines et de l'accompagnement humain qu'on peut proposer en appui des investissements à réaliser. Et ça, c'est pas facile à caler. Voilà. Donc, rendez-vous au début, à la fin du printemps ou au début de l'été. On essaiera peut-être d'organiser un deuxième webinaire. Enfin, on verra comment on s'y prend pour communiquer avec tous les membres du groupement. Et j'espère qu'à ce moment-là, il faudra qu'à ce moment-là, on soit beaucoup plus précis sur l'estimation de l'impact sur le coût de l'électricité et puis qu'on puisse vous faire des annonces aussi plus précises sur les quelques actions qu'on pourra mettre en œuvre avant la fin de l'année. Merci beaucoup, Monsieur Charil, pour tous ces éclairages. Et du coup, je ne sais pas s'il reste des questions. Je sais que mes collègues ou le cabinet Pure Énergie ont répondu au fur et à mesure, a priori, dans le chat. Mais voilà, si vous voulez, si vous voulez poser quelques questions, n'hésitez pas. Ou alors vous pouvez aussi revenir vers les conseillers énergie de chaque territoire pour poser vos questions. On fera, on répond déjà aux questions des collectivités et puis on continuera à y répondre évidemment pour vous accompagner au mieux pour la suite. Donc, en tout cas, le webinaire a été enregistré et les slides aussi seront mises à disposition sur notre site internet dans les prochains jours. Je ne m'engage pas trop sur le délai, mais on va dire d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine, on pourra vous donner le lien d'accès pour avoir tous les éléments. Et voilà. Merci en tout cas beaucoup d'avoir suivi ce webinaire et puis à bientôt. Bonne fin de journée à tous.